Très bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, dans cette nouvelle session de formation, maîtriser la comptabilité. En fait, Bonsoir. bonsoir. En fait, maîtriser la comptabilité. Moi, je me présente. En fait, moi, je suis Tarek Mnafar, je suis expert comptable. J'ai 24 ans d'expérience. J'ai commencé mon expérience en audit, donc avec donc un petit cabinet, là où j'ai appris beaucoup de comptabilité. En fait, la comptabilité, je l'ai appris dans un petit cabinet. Par la suite, donc, j'ai commencé mon carrière en audit avec KPMG. Et par la suite, j'ai fait une longue carrière en tant que directeur administratif et financier. Donc, j'ai appris les deux volets, donc le volet préparation des états financiers et le volet contrôle des états financiers. Et ça, c'est fondamental. En fait, parce que chacun, en fait, c'est un domaine. Donc, domaine de contrôle, c'est une chose, et domaine de préparation et établissement des états financiers, ça, c'est autre chose. Deux compétences différentes, distinctes. C'est-à-dire un auditeur, c'est pas systématiquement un auditeur pourra établir des états financiers. Aussi un comptable, c'est pas systématiquement il pourra maîtriser l'audit. Donc deux domaines distincts, c'est vrai qu'il y en a des points communs, qu'il y en a en fait les états financiers, c'est le point commun entre les deux domaines, mais deux activités différentes avec des objectifs différents. Très bien. Donc là, en fait, actuellement, en fait, je suis sur la formation. Donc, je fais que la formation. Ça fait une année que je fais que les formations. Donc, on a commencé avec cette formation en comptabilité. Donc, on est actuellement, je pense, dans la septième session. Et aussi, donc, on a fait la formation donc, en audit et on a fait une formation en Power BI. Donc, c'est ces trois segments sur lesquels nous avons fait des formations. Donc, ça fait, ça fait maintenant près d'une année. Et cette année, en fait, on a lancé d'autres modules, d'autres cycles de formation. Donc, on a fait entrer donc, le cycle de formation de contrôle de gestion, parce que en fait, j'ai dirigé le service de contrôle de gestion aussi dans mon carrière. Et aussi, on a fait donc un cycle de formation qu'on l'a appelé Futur DAF. Et ça, c'est un cycle en fait un peu long, un cycle de 6 mois. Là, en fait, où le participant, en fait, il va acquérir des expériences en fait très variées. Donc, ça va être quelqu'un de polyvalent parce que le DAF, en fait, il n'y a pas au niveau des spécialités, au niveau de choix de formation, il n'y a pas de, on va trouver comptabilité, on va trouver audit, mais on ne trouvera pas de DAF. Enfin, en fait, on ne prépare pas les gens pour qu'ils soient DAF. En général, ceux qui occupent le poste de DAF, ce sont des anciens comptables, ou bien des anciens auditeurs, ou bien anciens financiers. Mais réellement, donc, on n'est pas en train de les préparer. Parce que moi, personnellement, je l'ai pratiqué pendant près de 15 ans. Donc, ça, c'est quelque chose de très varié. Ça nécessite beaucoup de polyvalence, donc beaucoup de connaissances donc, dans la comptabilité, dans l'audit, dans le contrôle de gestion, dans la partie fiscalité, dans le droit commercial, droit des sociétés plutôt, dans le droit de société. Donc, ça nécessite beaucoup de compétences. Ça doit être quelqu'un de très polyvalent parce qu'en général, il va diriger tous ces services-là et donc il doit maîtriser qu'est-ce que ses collaborateurs sont en train de faire. On a aussi lancé donc la formation donc maîtriser donc les FRS, donc les normes IFRS. Et ça, aussi une formation assez longue en fait, qui dure 6 mois aussi. En fait, nos formations, toutes les formations sont d'un rythme d'une séance par semaine, d'une séance de 2 heures par semaine. Et tous, en fait, ce sont des formations de cours de soir. Aussi, on a planifié donc une formation de maîtriser la consolidation. Et ça, c'est un sujet très important aussi, surtout avec les obligations donc, qui augmentent pour la consolidation des états financiers des sociétés de groupe. Et ça constitue aussi donc un domaine un peu spécial. Moi, personnellement, j'ai travaillé plusieurs missions de consolidation. C'est pourquoi, en fait, j'ai préparé ce plan cette formation. Très bien. Donc, comment j'ai préparé donc, cette formation de comptabilité? En fait, c'est d'après mon expérience. D'après l'expérience que j'ai vécue,
que ce soit chez KPMG, donc en tant qu'auditeur, ou bien que ce soit en tant que directeur administratif et financier, j'ai remarqué qu'il y en a principalement deux faiblesses chez la majorité des comptables, ou bien chez une bonne partie des comptables. La première des faiblesses, c'est la non-maîtrise des normes. Donc, il n'y a pas une maîtrise des normes. Il n'y a pas de base solide sur les normes. Donc, on peut parler côté technique, on peut parler côté écriture comptable, mais si devant une situation particulière, le comptable, il ne trouve plus ce réflexe. Donc, il n'a pas des bases sur lesquelles il peut réfléchir, il peut penser, il peut trouver une solution, c'est-à-dire il n'a pas des références. Il n'a pas des références. Et les normes comptables, c'est quoi? Ce sont des repères, ce sont des références. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai trouvé des gens en général, donc même, je ne vous parle pas des gens qui ont une année d'expérience, je vous parle des gens qui ont de 5, de 10 et de 20 ans d'expérience. Deuxième faiblesse que j'ai constatée, c'est tout ce qui est travaux de fin d'année, tout ce qui est justification des comptes, tout ce qui est clôture, tout ce qui est régularisation, tout ça, il y avait vraiment beaucoup de faiblesses dans ce domaine-là. Donc, vous trouvez le comptable avec une vingtaine d'années, il a tout préparé, mais il ne peut pas éditer des états financiers. Quand je dis il ne peut pas éditer des états financiers, c'est-à-dire c'est pas le passage de la balance donc vers les états financiers. Ça, c'est systématique maintenant dans la majorité des logiciels. En fait, c'est systématique. Mais il n'est pas certain que la balance qu'elle a préparée, elle pourra être une balance définitive. Que la balance qu'elle a préparée, elle ne comporte pas des erreurs. Il peut pas, c'est-à-dire il n'a pas encore maîtrisé ce qu'on appelle la justification des comptes, c'est-à-dire les soldes des grands livres, les soldes de la balance, la solde des comptes de la balance, il n'est pas en fait très certain que ces soldes-là ne comportent pas des erreurs. Et ça, c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Parce qu'en fait, ça constitue un blocage pour le comptable dans l'avancement de son carrière. D'accord? Et le comptable, il va rester dépendant d'un expert comptable qui va passer pour arrêter les états financiers. C'est-à-dire le comptable, il va être incapable d'informer la direction, par exemple, sur la situation financière, sauf après le passage de l'expert, pour voir, pour vérifier et pour en fait préparer la balance définitive. Et depuis, le comptable il pourra certainement éditer les états financiers. Donc c'est ça en fait les faiblesses que j'ai constatées. Et donc j'ai basé la formation sur ces volets-là. Donc, il y aura une partie là où on va faire donc une investigation, on va entrer en détail, on va apprendre comment penser, comment traiter les états financiers, comment traiter les normes, comment manipuler les normes, comment les comprendre, comment les interpréter. Ça, on va le faire. Donc, les normes comptables, surtout, surtout en fait avec l'apparition des IFRS, des normes internationales et l'adoption de la majorité des États et des pays aux normes internationales. Et là, en fait, le passage, moi, je vous parle d'une expérience de 24 ans. Moi, j'ai vécu j'ai vécu en fait les normes donc dès le départ. Et même j'ai vécu une partie avant l'adoption de ces normes. Et que la comptabilité, elle était vraiment quelque chose de purement technique. Donc là où on ne parlait pas en fait des normes, on ne parlait pas des définitions, on ne parlait pas des principes, mais on parle plutôt côté technique. Et donc ces normes-là, donc comme vous le voyez, en fait, il y en a beaucoup de complexité, il y en a beaucoup de détails, il y en a beaucoup de définitions. Donc il y en a vraiment, donc c'est quelque chose qu'on a en général besoin de quelqu'un qui nous amène, que nous amène et qui interprète en fait ces normes pour les faciliter, pour les mettre en application. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas qu'on apprend les normes, ou bien qu'on les maîtrise, ou bien qu'on maîtrise les définitions, ou bien qu'on maîtrise les principes, mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est mettre en place ces normes. La finalité, c'est appliquer ces normes. C'est pas juste en avoir en fait les définitions des termes
et, et le champ d'application, bien l'évaluation, ou bien les notes aux états financiers. C'est pas ça, en fait, ça, c'est pas une finalité en elle-même. Donc la finalité, c'est quoi? C'est de mettre en place les instructions des normes. Et ça, ce qu'on va apprendre donc, avec cette investigation et cette entrée en détail donc, avec les normes. Notre base, ce sera les normes comptables tunisiennes. Peut-être que vous allez dire, mais nous ne sommes pas des Tunisiens. Pourquoi en fait on étudie les normes tunisiennes? En fait, les normes tunisiennes sont parmi les normes les plus proches des normes internationales. Les normes tunisiennes, en fait, l'ordre des experts comptables en Tunisie, il a adapté les normes internationales en audit ça fait au moins une vingtaine d'années, ou même plus. Et depuis l'année 2000, je pense l'année 2000, donc elle a commencé l'intégration des normes internationales dans les normes locales. Et maintenant, pratiquement les normes tunisiennes sont à 95% peut-être des normes internationales. C'est-à-dire les 4% ou bien les 5% qui restent, en fait, ce sont des particularités plutôt d'ordre fiscal, et non pas d'ordre comptable. D'accord? Donc, quand vous allez étudier les normes comptables tunisiennes, c'est comme si vous allez étudier les normes internationales. Ça, je peux vous le garantir. Et d'ailleurs, après chaque norme qu'on va la finaliser, on aura à la fin de cette norme un tableau récapitulatif qui récapitule les différences entre la norme locale et la norme internationale. Et vous allez voir que la similitude, elle est vraiment donc à un niveau très avancé. Donc toujours, on va dire, similaire, 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 très proche, similaire, similaire, similaire. Donc, un degré de similitude très élevé des normes des normes comptables. C'est-à-dire, donc, après cette formation, quand vous allez dire en fait les normes que vous avez étudiées, c'est pratiquement les normes internationales. Donc ça, c'est la première partie. Donc la première partie, on va détailler, on va comprendre, on va maîtriser les normes comptables. Deuxième partie, donc ça sera des travaux pratiques. Donc j'ai préparé des documents Excel. Des documents Excel, en fait, que j'ai utilisés et qu'on utilise chez KPMG. Donc la base, je parle de la base. Donc ce sont des documents de base utilisés par les auditeurs. Mais en fait, que j'ai essayé de modifier un peu pour que ça soit orienté vers le comptable et pour que ça soit, pour le comptable, un document d'autocontrôle. Et même faire apprendre en fait, au comptable l'esprit de l'audit. Comme ça, en fait, il va s'autocontrôler. Donc, il aura en fait des réflexes. Comment je peux m'autocontrôler? Comment je peux vérifier que tel solde est bon? Comment je peux vérifier que je n'ai pas omis quelque chose? Et donc, ces réflexes-là, on va essayer en fait de les construire. Donc, dans chaque module qu'on va voir, on aura un document Excel en parallèle sur lequel on va passer un peu de temps en faisant des investigations. Donc, on va se baser sur des états financiers réels, d'une société réelle, des sociétés qui existent. Certainement, il est anonyme, donc on ne va pas me donner le nom, mais les chiffres sont des chiffres réels. D'accord? Donc, sur ces chiffres-là réels, on va vous montrer comment justifier les comptes, comment faire de l'examen analytique, comment interpréter l'examen analytique, comment, en fait, pour chaque module, quelles sont les techniques de justification des comptes. Les techniques, en fait, les plus connues, les plus faciles, les plus utilisées. D'accord? Donc, on va parcourir les éléments de bilan compte par compte. Et d'ailleurs, quand on parle de compte, en fait, on ne parle pas, par exemple, quand on va contrôler, on va vérifier nos travaux dans les comptes immobilisation.
Là, en fait, on ne va pas prendre juste le compte immobilisation. Parce que toujours, ça, c'est une règle, que ce soit en audit ou bien en comptabilité. Il ne faut pas traiter compte par compte, mais plutôt il faut traiter des familles de comptes. C'est-à-dire, par exemple, je vais traiter la famille des comptes d'immobilisation, c'est-à-dire les comptes qui sont directement liés aux immobilisations. Par exemple, compte amortissement. C'est un compte qu'on ne peut jamais utiliser que pour les immobilisations. Ça, je parle d'amortissement des immobilisations. Compte provision pour dépréciation des immobilisations. C'est un compte qu'on pourra utiliser que pour la dépréciation des immobilisations. Plus-value sur cession des immobilisations. Moins-value sur cession des immobilisations. Ça, ce sont des comptes qu'on va les utiliser que avec les immobilisations. Donc, on dit que ces comptes-là, ce sont des comptes liés au module immobilisation. Donc, quand on va vérifier, on ne doit pas vérifier compte par compte. On doit vérifier globalement. On doit en avoir une vision globale. Parce que ce sont des comptes liés. Si on va débiter un compte, on va créditer un autre. D'accord? Et donc, pour ne pas refaire le travail deux fois, parce que si on va faire le travail, on va traiter par exemple compte par compte, on va se trouver de réaliser le même travail avec le compte débité et par la suite, on va réaliser le même travail avec le compte qui a été crédité. Et donc là, que ce soit au niveau de l'audit, comme je vous ai dit, ou bien au niveau de la comptabilité, on raisonne par les comptes liés. On dit quels sont les comptes qui sont liés, par exemple, à l'immobilisation. Donc, je peux vous dire, ce sont les comptes IMO, c'est le compte dotation, l'amortissement tout d'abord, provision, dotation aux amortissements, dotation aux provisions, plus-value sur cession, moins-value sur cession, les subventions d'investissement. Les subventions d'investissement, on doit les traiter avec, je parle de l'amortissement de la subvention d'investissement. On doit les traiter avec les immobilisations. Pourquoi? Parce que les subventions d'investissement, ce sont des subventions accordées pour l'acquisition d'une immobilisation. Donc, ce sont des comptes directement liés aux immobilisations. Les réserves de réévaluation, sont en fait, c'est la technique de réévaluation. C'est-à-dire, si nous avons par exemple un terrain acheté l'année 2000 avec 100 000 euros, actuellement, il vaut 400 000. Donc, avec les normes comptables actuelles, les nouvelles normes, en fait, elles nous autorisent et elles nous demandent et elles nous obligent de faire la réévaluation pour refléter la réalité. C'est-à-dire, il faut présenter ce terrain-là, non pas à 100 000, mais plutôt à 400 000. Et donc, quand on va faire la réévaluation, supposons que donc ça, 200 000, on va le passer à 400 000, donc comme si on va augmenter les immobilisations par 300 000. Et on va voir au niveau de la norme, elle nous dit que ces 300 000 qui proviennent de réserves, que proviennent de la réévaluation, on ne doit pas les constater directement en compte de produit, mais plutôt on doit les mettre en compte de réserve de réévaluation et par la suite on va les absorber. D'accord? Et donc le compte de réserve de réévaluation, c'est un compte de capitaux propres, là aussi on va le traiter avec les immobilisations. Pourquoi? Parce que c'est un compte directement lié aux immobilisations. Sinon, on va le vérifier les immobilisations, par la suite on va le trouver au niveau des capitaux propres. D'accord? Alors qu'il ne pourra être mouvementé, mouvement de crédit, que par la réévaluation des immobilisations. D'accord? Est-ce que vous avez compris le principe? Comme ça, en fait, on a une vision globale. Et c'est ça ce que je demande aux comptables et auditeurs. Il faut il faut élargir votre champ visuel. Il faut pas voir très court ou bien très pointu. Non, il faut voir les choses, il faut élargir en fait votre champ visuel. D'accord? Donc ça, c'est parmi les points donc qu'on va les voir chaque fois. Donc quand on va voir, par exemple, l'immobilisation, on va voir les comptes qui sont liés à l'immobilisation. Quand on va voir le stock, on va voir les comptes qui sont liés au stock. Quand on va voir, par exemple, le client, on va voir les comptes qui sont liés au client. Par exemple, compte client. Quand on va vérifier le compte client,
automatiquement, on doit vérifier aussi le compte produit, le compte vente, parce que ce sont des comptes directement liés. On ne doit pas vérifier le compte client seul, et par la suite, on va vérifier les comptes vente seuls, compte produit seul. En fait, on doit les vérifier ensemble. La même chose pour le fournisseur et achat. On doit les vérifier, on doit s'assurer qu'ils sont corrects ensemble. Ce sont des comptes, on dit que ce sont des comptes liés. D'accord? Très bien. Donc, dans ces documents, donc Excel, on va en avoir des compétences pour justifier et pour s'assurer que les soldes que nous avons sont corrects. Et on va en avoir la compétence de détecter des erreurs éventuelles et on va voir comment corriger ces erreurs. Aussi, on va voir au niveau de la justification comment nettoyer les états financiers. Parce que, en général, les sociétés, en fait, lorsqu'elle va commencer son activité, elles ne donnent pas beaucoup d'importance à la comptabilité. Et donc, en général, vous allez trouver la majorité des entreprises qui externalisent sa comptabilité. Ou bien, elles ne recrutent pas un comptable expérimenté au départ. Donc, il y aura beaucoup des erreurs les premières années. Et aussi, en fait, l'auditeur, quand il va passer. Moi, j'ai travaillé chez KPMG et, et chez les Big Four en général. Chez les Big Four, ce sont les cabinets peut-être qui investissent le moins de temps dans l'émission de l'audit. Pourquoi? En fait, ils sont limités par un budget temps. Ils vont vous dire, vous êtes le chef de mission, ils vont vous dire, vous avez 5 jours pour terminer. D'accord? Donc, vous êtes très limité dans le temps. Et donc, si vous se trouvez, donc, ça y est, donc votre budget, donc, il est pratiquement donc, consommé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus donc, faire des investigations nécessaires. D'accord? Mais plutôt, les petits cabinets, en général, investissent plus. Ils n'ont pas cette notion de budget temps. Et même s'ils ont cette notion de budget temps, ils ont beaucoup de flexibilité. Donc, pour l'élargir, ce n'est pas la même chose pour les Big Four. Et donc, c'est très courant de trouver des erreurs dans la comptabilité que le commissaire aux comptes n'a pas vues. D'accord? Et donc, ces erreurs, qu'est-ce qui va se passer? Ces erreurs, en fait, c'est surtout sur les comptes de bilan. Donc, ces erreurs vont passer d'une année à l'autre. Et là, en fait, le comptable, il n'a pas en général, je ne dis pas il n'a pas le courage, mais en fait, il ne prend pas l'initiative. Il ne prend pas l'initiative pour corriger ces erreurs commises les années antérieures. Mais malheureusement, si on ne corrige pas ces comptes, ces soldes-là, ils vont passer d'une année à l'autre. Et donc, au moment de la justification des comptes, on sera toujours embêté par ces soldes antérieurs. D'accord? Moi, personnellement, j'encourage les gens qui prennent l'initiative et décident de corriger. Certainement, la décision de corriger des soldes antérieurs, c'est pas la décision ne doit pas être initiée par le comptable, mais plutôt par le conseil d'administration en général ou bien les supérieurs hiérarchiques. Mais en fait, le comptable, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien le chef comptable. Il doit faire une proposition. Il doit faire une proposition d'apurement de ces anciens soldes pour que le solde des comptes soit des comptes. Et moi, je ne dis pas en fait de faire des apurements directement. En fait, il va faire les investigations nécessaires. Et lorsqu'en fait il trouve plus de solution, donc il n'y a plus de rapprochement, il n'y a plus de correction, donc il reste quelques écritures non justifiées et qui viennent des années, des années, des années et qu'on ne trouve plus de traces. Donc on a le choix entre deux choses. Soit le laisser, le maintenir, et donc on sera embêté chaque année avec ces soldes antérieurs, soit de décider de les apurer. La décision d'apurement, comme je vous ai dit, elle doit venir du conseil d'administration sur proposition du comptable. Là, le comptable, en fait, il peut proposer
disons, deux propositions. Et ça, en fait, ça dépend du montant de ces soldes-là antérieurs. Donc, il va dire, par exemple, si l'impact de l'apurement, de ces soldes antérieurs, que ce soit débiteur ou créditeur, elle n'a pas un effet significatif sur les états financiers. C'est-à-dire, elle n'a pas d'effet significatif sur le résultat de l'exercice. Parce que les apurements, ça nécessite de passer par un compte de charge ou bien un compte de produit. Donc, selon le sens du compte. Donc, d'une façon cumulative, entre charges et produits, si on trouve, en fait, le cumul des charges et produits n'a pas vraiment d'impact sur le résultat, ça, en fait, on peut autoriser de constater et de faire l'apurement sur l'année en cours, bien sûr, une seule année. Sinon, si on voit que l'incidence est importante, la correction d'erreur, en fait, elle exige d'autres choses. Elle exige de revenir sur les capitaux propres et ainsi de suite. On va le voir d'ailleurs. Mais en fait, là, on peut décider d'étaler l'opération de correction sur plusieurs années. D'accord? Pour que l'exercice en cours ne soit pas impacté. Donc, à la fin de cette partie, comme je vous ai dit, de justification des comptes et ainsi de suite, le comptable sera capable vraiment de justifier tout le compte de sa balance. D'accord? Et ça, c'est la finalité que je veux. On fera par la suite le tableau de détermination de résultat fiscal. Certainement aussi, vous allez me dire sur quelle base? Sur la base des lois tunisiennes. Mais je peux vous dire une chose, que au moins le système francophone, pratiquement, il est le même. Quand on parle d'amortissement non déductible, on va le trouver en Algérie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, en Guinée, donc en Congo. On va parler de la même chose. Amortissement non déductible. Quand on va parler des charges à réintégrer ou bien des produits à déduire, c'est la même chose. Donc c'est un système francophone qui est instauré, qui est inspiré du système français. D'accord? Certainement, on ne va pas trouver les mêmes taux. Mais dans la majorité des cas, les charges qui ne sont pas autorisées, ce sont les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc là, le comptable, celui en fait qui va assister donc à cette formation, quand il va en avoir donc le document original, il va essayer de l'adapter à son pays. C'est-à-dire il va essayer de l'adapter à la législation de son pays. Mais ça va servir toujours comme étant un document de référence pour l'établissement de résultats fiscaux. Parce que l'impôt à payer, il doit se calculer sur la base de résultats fiscaux et non pas le résultat comptable qui est déterminé par la différence entre charges et produits. D'accord? Une fois donc on a terminé donc la partie détermination de résultats fiscaux, on va voir la partie établissement des états financiers, c'est-à-dire comment passer de la balance provisoire vers la balance définitive et par la suite, de la balance définitive, on va passer aux états financiers, c'est-à-dire bilan et date de résultat. Ça aussi, on va le voir. Et d'ailleurs, donc j'ai un document donc, que j'ai préparé qui va vous permettre d'automatiser cette opération. C'est-à-dire, une fois on va mettre le plan comptable et on va donc j'ai fait toutes les liaisons donc avec les comptes, avec les rubriques des états financiers. Donc une fois donc on saisit les montants dans notre plan comptable, donc automatiquement les états financiers seront alimentés. Et donc chacun de vous, selon le plan comptable de son pays, en fait il va changer juste les comptes ou bien les numéros de compte et automatiquement il peut en avoir ses états financiers. Très bien. Là, c'est grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi cette formation? euh, et comment donc elle est organisée? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va voir le plan de la formation. Donc, on va voir la méthodologie de la formation, les bases de l'organisation comptable. Ça, en fait, il y en a des modules que je ne vais pas les voir. En fait, fonction Excel et à maîtriser et les bonnes pratiques. Ça, en fait, je ne vais pas les voir. Voilà. Ça, c'est le plan de formation. Donc là. On est dans cette séance-là, l'organisation comptable. Et on va passer aussi, on va voir si on aura aussi de temps, on va voir le premier module des immobilisations
corporelle. Et donc, voici qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on va traiter module par module. Là, par exemple, module d'immobilisation, là, on va trouver immobilisation corporelle, incorporelle, financière. Module stock, module client, débiteur divers, module des taxes, module trésorerie. En fait, module par module, jusqu'à on est arrivé là, module, donc là, tout ce qui est module des impôts et de sécurité sociale, et là, module des travaux de fin d'année, de fin d'exercice, et module de décompte fiscal. D'accord? Voici la méthodologie comme je vous ai expliqué. Donc, une exploration des normes comptables. Et dans l'exploration, donc, on va voir tout ce qui est technique comptable. Et la deuxième partie, ce sont les outils extra-comptables et checklists de contrôle. Avec les outils et ces outils-là, on va s'assurer que nos comptes sont bien justifiés et les soldes ne contiennent pas des erreurs significatives. Voilà les normes comptables. Donc ça, toutes les normes comptables, que ce soit nationales ou internationales, ils sont en général répartis de cette façon. On va trouver tout d'abord le champ d'application. Le champ d'application, c'est-à-dire quels sont les domaines qui sont couverts par cette norme. Et là, c'est très important. Et d'ailleurs, dans les normes actuelles, on va mettre quels sont les domaines qui sont inclus et quels sont les domaines qui sont exclus. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Pour que, devant une situation particulière, vous allez savoir quelle est la norme qui s'applique dans cette situation. D'accord? Et on va voir que dans le champ d'application, il y en a des fois, on exclut certains domaines. Pourquoi? On exclut parce que il y en a une norme sectorielle, une norme détaillée qui parle en fait en détail de la partie qui a été exclue. D'accord? Deuxième partie, au niveau des normes, ce sont les critères de reconnaissance. Et donc là, vous voyez le passage entre le technique comptable, c'est-à-dire avec un ancien comptable, on va lui donner une facture d'achat d'ordinateur, il va directement la saisir. D'accord? Mais là, les nouvelles normes, en fait, il y en a la partie qu'on appelle les critères de reconnaissance. C'est-à-dire quand est-ce qu'on reconnaît qu'il s'agit d'une immobilisation. Il ne faut pas qu'une opération, ça soit automatique. Il ne faut pas que n'importe quelle opération d'acquisition ou d'immobilisation soit automatiquement constatée en comptabilité en tant qu'immobilisation. D'accord? On doit passer par les critères de reconnaissance. On doit vérifier les critères de reconnaissance, même si, d'apparence, il s'agit d'une immobilisation. D'accord? Donc, on va voir les définitions de mobilisation. D'accord? Et on va voir les conditions requises pour que cet élément soit classé comme étant une immobilisation. D'accord? Et vous allez voir, par exemple, pour l'immobilisation, on ne va pas parler de quelque chose en fait de tangible et ainsi de suite, mais plutôt on va parler de d'autre chose. On va parler d'autres notions. On va parler, par exemple, d'un élément qui est capable de générer des avantages économiques futurs. On va parler de la mesure fiable de son coût d'acquisition. D'accord? Plutôt de parler de sa nature. D'accord? La troisième partie en général de les normes, c'est l'évaluation. L'évaluation, c'est-à-dire quels sont les coûts qui sont inclus et quels sont les coûts qui sont exclus. D'accord? Et même au niveau des normes, au niveau de l'évaluation. Vous allez voir, il n'y a pas de liste exhaustive. La norme, elle parle jamais, elle donne des exemples, mais elle parle jamais d'une liste exhaustive. Mais elle vous donne la possibilité de réfléchir. Elle vous donne la possibilité de décider. Elle vous donne des repères. D'accord? Elle vous donne des repères. Par exemple, elle va vous dire, vous devez entrer dans les coûts des immobilisations tout ce qui est dépenses nécessaires pour mettre en place, ou bien pour mettre en place cette immobilisation, c'est-à-dire pour la rendre productive, pour qu'elle commence, c'est-à-dire elle entre en production. Elle va vous donner ces définitions-là. Et là, c'est-à-dire comme si elle va vous donner un champ de manœuvre, un champ de là où vous pouvez bouger, là en fait où vous devez penser. Donc,
tout ce qui va entrer dans cette définition, on peut l'ajouter à la valeur de l'immobilisation. Tout ce qui est exclu, on ne va pas l'ajouter à la valeur de l'immobilisation. Vous voyez là, il n'y a plus des données figées, il n'y a plus de liste exhaustive. Donc le comptable, là, il doit réfléchir, il doit maîtriser ses définitions. D'accord? Par la suite, on va voir la partie, en général, donc dans les normes, la partie comptabilisation. Donc la partie comptabilité, parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est une comptabilité. Tout d'abord, donc on doit reconnaître, donc est-ce que c'est une mobilisation ou pas une mobilisation? Donc c'est une mobilisation, donc c'est un compte, par exemple, 22, ça c'est le compte. Par la suite, on a déterminé l'évaluation, c'est-à-dire pour quelle valeur on doit présenter cette opération d'acquisition. Et donc l'évaluation, c'est la valeur. Et on a deux éléments importants. Donc, on a reconnu qu'il s'agit d'une mobilisation, on a déterminé sa valeur, on peut passer l'écriture comptable. Parce que l'écriture comptable, il est basé sur quoi? Il est basé sur un compte et sur une valeur. D'accord? Donc, compte et valeur. Donc, si ces deux éléments-là sont disponibles, on peut passer une écriture comptable. D'accord? Donc, on va voir les écritures comptables avec tous les détails possibles. En fait, avec les cas exceptionnels, et les cas possibles prévus par les normes. La cinquième partie dans les normes, c'est la partie, voilà, c'est la partie information à fournir, c'est-à-dire les notes aux états financiers, que ce soit les informations à fournir, que ce soit dans les notes ou bien dans les états financiers. Mais ça constitue une partie fondamentale, une partie principale. Les informations à fournir, vous allez les trouver dans toutes les normes. Et ça, en fait, pour standardiser les notes aux états financiers. Il ne faut pas que chaque comptable, en fait, il met ce qu'il veut dans les états financiers. En fait, la norme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fixé le minimum à fournir. Pour chaque norme, vous allez trouver les informations à fournir, ça constitue le minimum à fournir. C'est-à-dire, vous pouvez fournir plus que ça, mais vous ne devez pas fournir moins que ça. Ça, c'est le minimum à fournir. Fournissez ça, et par la suite, si vous voulez ajouter quelque chose, certainement, vous pouvez en ajouter. En fait, les normes, la majorité des normes, je l'ai présentées de cette façon. Ça, je l'ai appelé en fait la carte mentale. En fait, j'essaye de faire et de concevoir des cartes mentales qui vont vous aider à maîtriser la norme. Et vous allez en avoir cette norme-là comme si dans une seule page, et quand vous la voyez directement, donc elle est entre vos mains. C'est-à-dire, j'ai mis là en fait de quoi, par exemple, une mobilisation corporelle. La norme, de quoi elle parle? Elle parle des critères de reconnaissance, elle parle de l'évaluation initiale, elle parle des coûts ultérieurs, elle parle des amortissements, elle parle des cas particuliers tels que la réévaluation et la dépréciation et la décomptabilisation et l'échange, elle parle des notes. Et sous ça, par exemple, sous les critères de reconnaissance, elle parle des avantages économiques futurs et de coûts mesurables de façon fiable. Évaluation initiale, elle parle de coûts d'achat, elle parle de coûts directement attribuables, elle parle des estimations de coûts des démantèlements, et ainsi de suite. De cette façon, vous aurez une carte mentale, et là, en fait, il est entre vos mains. Vous avez une totale maîtrise sur la norme, et vous connaissez exactement la norme de quoi elle parle. Monsieur Tarek, Oui, est-ce qu'on aura le support du cours? oui, certainement. Oui, Chaque fin de séance, vous aurez l'enregistrement de la séance, vous aurez le cours présenté. Donc, le support d'accord, présenté, vous l'aurez, que ce soit d'accord, sous forme des normes, que ce soit les fichiers Excel qu'on va utiliser. Donc, tout, d'accord, tout ce qu'on merci. va présenter, aucun document ne sera retenu, en fait. Tous les documents vous seront renvoyés, vous seront envoyés donc le lendemain. D'accord? D'accord, d'accord, merci. Très bien, excellent. Là, en fait, par exemple, exemple des écritures qu'on fait, comment on fait, en fait, quand on va énoncer un exercice, par exemple, et on va vous montrer exactement quelle est l'écriture, et on va vous montrer quels sont les comptes, pourquoi on a choisi ces comptes-là, et pour comment ces valeurs étaient déterminées. Donc, vous allez trouver, donc chaque exercice qu'on va le faire, corrigé de cette façon. D'accord? Pour vous donner
idée globale. Ça, en fait, c'est l'examen analytique. Ça, c'est le fichier Excel qu'on va utiliser. C'est un fichier Excel, comme je dis, par module. Par exemple, module immobilisation, vous allez trouver un fichier Excel. Donc, dans ce fichier Excel, vous allez trouver la première feuille, ce sont les objectifs, les leads. Deuxième feuille, vous allez trouver toujours l'examen analytique. L'examen analytique, donc vous allez trouver les comptes qui sont concernés, les comptes qui sont liés, comme je vous dis, qui sont liés aux immobilisations, par exemple. Et vous allez trouver, on va les classer en compte de bilan et compte de résultat. On va mettre les 2 années, donc année N et année N-1, et on va mettre la variation en montant et en pourcentage. Et on va faire une lecture. Ça, ce sont des états financiers réels. Ça, ce sont des états financiers d'une entreprise tunisienne ça concerne des années un peu anciennes, en fait 2020 et 2019, mais ce sont des états financiers réels pour qu'on fait des analyses réelles. Donc, on va vous montrer exactement comment faire ces analyses, comment interpréter cette variation, par exemple, quand on voit, par exemple, la installation de nouveau siège. Nous avons une augmentation de 5 685. Je vous pose la question, de quoi il s'agit exactement? Donc, normalement, la première réponse qui va se lancer, c'est une opération d'acquisition. Nous avons une augmentation dans un compte d'immobilisation pour 5 686. Directement, la première réponse, ce sera nouvelle acquisition. Mais ce n'est pas systématiquement ça. C'est l'une des solutions. Ça peut être une nouvelle augmentation, ça peut être une acquisition. Ça peut être un solde qui cumule une augmentation et une cession. Ça peut être une réévaluation et non pas une acquisition, c'est-à-dire un élément de l'actif, un élément de l'immobilisation qu'on a réévalué. D'accord? Ça peut être des coûts ultérieurs, c'est-à-dire ça peut être une amélioration qu'on va la voir. Quand est-ce que les améliorations, quand est-ce que les dépenses ultérieures, c'est-à-dire nous avons une machine qu'on a comptabilisée, par exemple, pour 10 000 euros, et après 2-3 ans, on a fait une modification dans cette machine d'une façon qu'on a augmenté les avantages économiques futurs. Par exemple, cette machine, elle produit 20 000 articles par mois. Maintenant, avec la modification qu'on a fait, cette machine, elle est capable de produire 30 000. Donc, on a passé de 20 000 à 30 000. Donc là, on va dire qu'il y a des avantages économiques futurs. Il y a une augmentation des avantages économiques futurs. Et là, la norme, elle nous autorise, c'est pas elle nous oblige, dans ce cas-là, à immobiliser ces dépenses d'amélioration. Donc, ces dépenses d'amélioration, on ne doit pas les constater en charge, mais plutôt on doit les immobiliser. Et donc, si on va trouver une augmentation dans une variation positive, c'est pas systématiquement c'est une opération d'achat. Ça peut être une opération d'amélioration, c'est-à-dire une dépense ultérieure à l'acquisition qui a été immobilisée. D'accord? Aussi, ça peut être le résultat d'une opération d'échange. Par exemple, nous avons échangé donc une immobilisation par une autre. Nous avons, par exemple, échangé une voiture que nous avons, donc dont la valeur elle est de 30 000, par exemple, et nous avons acquis une autre immobilisation pour 32 000. Certainement qu'il y en a la différence, que ce soit il va être payé ou bien constaté en produit, mais l'essentiel, que la valeur de l'immobilisation, elle va augmenter de 2 000. D'accord? Vous voyez là, ici, en fait, comment on commence à interpréter et commence en fait à, entrer en détail, on avoir donc l'esprit de détail et d'entrer en détail, de faire des investigations et non pas de donner des réponses directes. D'accord? Très bien. Ça, c'est les tests d'immobilisation, par exemple, corporelle. Et comme je dis, ce sont des tests orientés audit, mais ils sont valables pour la comptabilité que j'ai essayé de les adapter donc, aux travaux comptables. Quelqu'un veut poser quelque chose? Poser une question? Oui, bonsoir, Oui. Monsieur Talek. Bonsoir. Si vous posez une question sur les mots là, par rapport à l'augmentation du mot, à quel moment la dépense constitue une immobilisation D'accord. pour ces cas-là? D'accord. En fait, on va tout voir ça en détail parce qu'on va commencer par l'immobilisation corporelle.
Mais juste parmi les choses, je peux vous répondre d'une façon courte. En fait, on dit que toute modification, toute amélioration capable d'augmenter les avantages économiques futurs. On va voir qu'est-ce que ça veut dire avantage économique futur. Parce que avantage économique futur, ça peut être une augmentation dans la production, ça peut être une augmentation dans la durée de vie. Vous voyez, en fait, les normes, elles parlent maintenant des notions. Elles ne parlent pas des termes exacts, des termes comme ça, donc pour ne pas vous bloquer. D'accord? Donc, quand on parle d'augmentation l'augmentation des avantages économiques futurs, je peux considérer comme augmentation des avantages économiques futurs la baisse de taux de chute, de taux de déchets. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une machine qu'elle fait un taux de déchets de 5%. J'ai fait une amélioration de cette machine-là, et elle, maintenant, son taux de déchets, il est à passer de 1%. Et donc, je peux considérer que cette baisse de taux de déchets est considérée comme augmentation des avantages économiques futurs. Parce que certainement, donc il y en a 4% ou bien 3% de la production qui vont être vendables. Ils n'ont pas en déchets. Vous voyez? Donc, il a donné beaucoup de marge. Et donc là, on doit penser. Donc, les normes internationales, maintenant, elles nous poussent à penser, à maîtriser donc ces notions-là, et il nous a donné beaucoup de liberté. L'essentiel, que nos décisions, elles soient argumentées. C'est-à-dire, demain, le commissaire aux comptes, il va passer, il va me poser la question. Vous avez immobilisé une dépense, pourquoi? Il peut vous dire, moi je considère que c'est une dépense d'entretien et de réparation, et donc pourquoi vous avez immobilisé? Et donc là, je dois en avoir les arguments. C'est-à-dire, ça c'est un réflexe qui doit se construire en fait chez nos comptables, de documenter ces opérations. On sait très bien quels sont les champs d'intervention de le commissaire aux comptes, quelles sont les choses qu'il va les demander, et donc on va se préparer. Donc dès que j'ai immobilisé une charge, je vais me préparer. Je vais me préparer mon dossier à la demande, que ce soit de commissaire aux comptes ou bien à la demande de la direction. D'accord? Donc, je vais documenter comment je documentais. Donc, avec cette facture d'amélioration, et je vais noter, par exemple, donc, ce qu'elle a fait, par exemple, donc la société que j'ai appelée, donc elle m'a donné un rapport. Dans ce rapport-là, il y a, par exemple, une baisse de taux de chute qui a été confirmée, par exemple, par le contrôleur de gestion ou bien par le directeur technique, que cette amélioration qu'on a réalisée, elle a vraiment baissé donc le taux de chute et le résultat en fait qui va venir suite à cette baisse, elle est évaluée à tel montant. D'accord? Et donc j'en ai mes arguments. J'en ai mes arguments. Je peux dire au commissaire aux comptes, voilà, j'ai dépensé, c'est vrai, j'ai dépensé 10 000 dinars pour cette amélioration, mais je compte gagner de cette amélioration 100 000 dinars par année. Et donc, c'est un argument très fort que vraiment cette amélioration n'est pas une dépense courante. Il n'est pas une dépense qui doit être passée en charge de l'année, mais plutôt c'est une dépense qui doit être amortie sur plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs années, ils ont bénéficié de cette dépense. D'accord? C'est ça le niveau à laquelle on doit arriver, à cette force de convaincre, à cette force de défendre nos idées, de défendre nos positions, mais ça doit être toujours argumenté. Parce que vous savez très bien, aujourd'hui, on maîtrise la chose. Aujourd'hui, c'est devant nous, en fait, cette situation, ça a été faite. Mais après 6 mois, on va oublier les détails. Après une année, on va oublier les détails. Et c'est pourquoi on doit argumenter au fur et à mesure. On doit se préparer, on doit argumenter, on doit laisser ces documents-là de côté à la demande. Donc, si ça a été demandé, voilà le dossier, voilà les dossiers techniques, voilà les dépenses qu'on a réalisées. Et nous avons personnellement, suite, donc en se basant sur la norme internationale ou bien sur la norme locale, paragraphe tel, cette dépense-là ne constitue pas une charge courante, mais plutôt il constitue une amélioration donc, dans la productivité de cette machine et par conséquent, donc on doit les immobiliser.
c'est pour cette raison que j'ai capitalisé cette charge et je ne l'ai pas mis dans le compte entretien et réparation. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ah, ça en fait, voilà. Ça, c'est le cycle comptable. En fait, je vais vous en parler un peu de ça, de cycle comptable. Comment, donc, quelles sont les étapes de cycle comptable? Donc, comme vous le savez, donc la première étape, ce sera tout ce qui saisit des transactions. Donc, achat, loyer, encaissement. D'accord? Donc, ce sera une opération de saisie. Donc, j'ai des factures, j'ai des contrats, je vais les saisir. En fait, la première étape, là, en fait, je parle de back-office. Donc là, au niveau du logiciel, je suis devant le logiciel, par exemple, je suis devant le logiciel, par exemple, Sage, bien Navision, bien n'importe quel logiciel, j'ai une interface. L'interface, en fait, elle va me demander, par exemple, le compte à débiter et le compte à créditer. Mais derrière cette interface, en back-office, comment le logiciel il va traiter l'opération? Donc, tout le type de logiciel, il va traiter de la même façon. C'est-à-dire, et ça c'est le cycle comptable, c'est une partie du cycle comptable. C'est-à-dire, l'écriture que je vais passer, tout d'abord, elle va passer dans ce qu'on appelle les journaux. Les journaux. Journal achat, journal vente, journal caisse, journal banque, journal OD. D'accord? Elle va passer dans ce qu'on appelle les journaux. Et dans le journal, en fait, cette écriture, elle va se passer comme elle est. C'est-à-dire avec un compte à débiter et avec un compte à créditer. Elle va passer comme elle est dans le journal qu'on a choisi. Maintenant, en fait, en général, les journaux sont paramétrés. Donc, il n'y a pas l'étape. En fait, vous n'allez pas choisir quel journal. En général, je parle, par exemple, essentiellement par tout ce qui est ERP. Donc, dans les ERP, donc en général, tout ça, ça a été donc d'accord. Diallo, en fait, on va voir tout ce détail-là quand on va voir en fait l'immobilisation. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Eh bien. Donc, je vous ai dit, en fait, on a passé des logiciels Ok, simples. merci. Yeah. D'accord. On a passé de logiciels simples, en fait, là où la société elle a un logiciel de comptabilité, un logiciel de gestion de stock, un logiciel de paie. On a passé petit à petit à soit un interfaçage ou bien soit à des ERP. Là, en fait, où il y aura en fait du paramétrage. Il y aura beaucoup de paramétrage. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'étapes qu'on ne voit plus. Moi, je me souviens des logiciels avec lesquels j'ai travaillé. Je dois choisir le journal d'achat. Je dois choisir le journal, la première des étapes. C'est-à-dire, quand je vais dire, par exemple, je vais une nouvelle écriture, la première des choses qu'il va me demander, c'est de choisir le journal. Alors que maintenant, tout ça, ça a été paramétré. C'est-à-dire, si je vais saisir une facture, le logiciel, il est déjà paramétré qu'il va choisir le journal de vente. Si je vais saisir une opération d'achat, le logiciel, il est paramétré qu'il va travailler sur le journal achat. Mais le travail, qu'est-ce que se passe à l'intérieur du logiciel? Il est le même. D'accord? Donc, c'est-à-dire, au niveau du journal, vous allez toujours trouver les deux comptes ou bien les trois comptes qui étaient mouvementés. L'écriture, comme elle est, elle va se retracer, elle va se calquer dans les journaux. Par la suite, automatiquement, donc après que l'écriture donc, a été mise dans le journal, automatiquement, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alimenter ces comptes-là dans un document qu'on appelle le grand livre. Donc, le grand livre, c'est un document, là, on va trouver tous les comptes qui étaient utilisés par l'entreprise. Et donc, chaque fois où un des comptes mouvementés par débit ou crédit, automatiquement, le logiciel, il va mettre l'écriture soit au débit, soit au crédit, comme elle est dans le journal. D'accord? Par la suite, le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les soldes de chacun des comptes de grands livres, c'est-à-dire un grand livre. Par exemple, j'ai par exemple le compte banque, là où il y en a des centaines d'écritures.
de débit, de crédit, ainsi de suite. Mais j'aurai un solde à la fin, un solde débit, c'est-à-dire total mouvement débit, total mouvement de crédit et un solde. Cette ligne, cette dernière ligne, c'est en fait ces dernières lignes de tous les comptes que j'ai utilisés, ils vont constituer ce qu'on appelle la balance. Donc la balance, c'est une synthèse des comptes, de tous les comptes de grands livres, mais juste une seule ligne. Une seule ligne, on va trouver mouvement débit, mouvement crédit et solde. D'accord? Et on va voir tout à l'heure, donc en fait, une écriture, comment on va la voir. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que nous, on travaille avec le logiciel, mais réellement, on doit comprendre comment le logiciel, donc, il fonctionne. Ça, c'est très important. Parce que, par la suite, quand on demande une information, on sait très bien où on va trouver cette information. Si je veux le détail d'un compte, je vais au grand livre. Si je veux juste les soldes, je dois éditer la balance. Si je veux voir l'écriture en elle-même, c'est au niveau du journaux. D'accord? Donc, l'étape 4, c'est j'ai fait, donc, j'ai édité ma balance. Et là, on parle d'une balance provisoire. Là, on parle d'une balance provisoire. Et là, la difficulté. La difficulté, pour la majorité des comptables, ce sont les étapes 5 et 6. Les étapes 5 et 6. Comment passer de la balance provisoire, de la balance dans l'état brut? J'ai passé juste des écritures, des écritures, des écritures, des écritures. Donc, j'en ai une balance provisoire. Comment passer de la balance provisoire vers une balance définitive et que cette balance définitive, elle sera par la suite, elle va me permettre d'éditer l'état financier. Éditer l'état financier, c'est parmi les tâches les plus faciles. Et comme je vous ai dit, maintenant, c'est automatique. Je pense que la majorité de logiciels, ils permettent d'éditer des états financiers. Mais le problème, c'est pas d'éditer des états financiers. Le problème, c'est comment en avoir une balance définitive. C'est ça le problème. Comment passer de la balance provisoire, la balance qui vient juste de passage des écritures, vers une balance où les comptes, où les soldes étaient vérifiés, justifiés. On a une certitude que ces soldes représentent vraiment la réalité et ne contiennent pas des erreurs ou des omissions significatives. Là, la difficulté réside. Mais l'autre étape, établissement des états financiers, ça, c'est systématique, c'est automatique. D'accord? Et là, en fait, c'est la partie dans laquelle on va se concentrer. On va concentrer beaucoup d'efforts dans cette étape, de la passage de 4 à 5. Et ça, si vraiment on a maîtrisé ça, vous aurez vraiment beaucoup de, c'est-à-dire au niveau de votre carrière, au niveau de votre compétence, vous avez donc comme si donc vous avez vraiment donc acquis quelque chose de très important pour votre carrière. Moi, je reçois pas mal de fois des demandes, des gens, croyez-moi, et ça, je l'ai vécu, des gens d'une vingtaine d'années d'expérience. Et malheureusement, ils ne maîtrisent pas cette étape. Et cette étape, elle a été toujours sous-traitée pour l'entreprise chez un expert comptable. Et donc, je vais rester toujours bloqué à l'étape 4. J'ai aucune vision sur l'étape 5 ni 6. Quand je postule et je vois au niveau des conditions, par exemple, une société que demande l'établissement des états financiers mensuels. Est-ce que je peux postuler? Malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas postuler parce que je ne suis pas capable à établir des états financiers définitifs, je veux dire. D'accord? Et ça, c'est, comme je vous ai dit, le problème, c'est que certains experts, ils ont, en fait, ils n'ont pas passé de l'expérience donc au comptable. J'en sais pas pourquoi, peut-être pour garder cette mission-là le plus temps possible, le plus lent possible, mais j'en sais pas exactement. Mais l'essentiel, que cette étape-là, elle est restée, dans la majorité des sociétés, une étape externalisée. D'accord? Et là, en fait, mon objectif, que cette étape, elle soit une étape interne.
Parce que c'est très important. C'est très important de communiquer des états financiers. C'est très important de n'avoir une comptabilité à jour. C'est très important de donner l'impression que la meilleure source d'information au niveau de l'entreprise, c'est la comptabilité. Si on est à jour, si on est capable de faire des clôtures, de justifier les comptes, établir des états financiers, la source d'information la plus fiable et la plus utilisée, la plus consommée dans une entreprise, ce sera la comptabilité. Et c'est le cas des sociétés et des grandes sociétés. Mais malheureusement, les petites sociétés, en général, on va trouver une comptabilité qui est en retard. Donc, on ne peut pas se baser sur la comptabilité. Et donc, l'administration, bien même le comptable, il se base sur des documents Excel pour faire la déclaration. Donc, il ne se base pas sur la comptabilité. Et par la suite, on va faire des rapprochements entre comptabiliser et déclarer, entre comptabiliser et ce fichier Excel, et ainsi de suite. Donc, ça crée des problèmes par la suite. Par la suite, on va se trouver dans des situations où on n'arrive plus à rapprocher les comptes, en fait, entre les déclarations, ce qui a été déclaré et ce qui a été comptabilisé. Et donc, ce que je vous demande, que vous soyez toujours, donc, c'est-à-dire dans le possible, vous soyez à jour dans votre comptabilité. Montrez que votre comptabilité est à jour. Montrez que votre comptabilité, c'est-à-dire montrer à vos supérieurs hiérarchiques que vous pouvez se baser sur la comptabilité pour en avoir les informations nécessaires pour décider. D'accord? Mais comment décider? Est-ce que pour décider, on doit attendre la fin de l'année et on va savoir donc le résultat de l'exercice? Et donc c'est pourquoi, dans la majorité des sociétés maintenant, on essaye de réduire ce délai-là de production des états financiers. On va plus attendre une année. Ça va être trimestriel, ça va être semestriel, ça va être mensuel. En général, une entreprise, surtout les multinationales maintenant, c'est mensuel. Et je pense qu'à long terme, ça va être par semaine. C'est possible pour en avoir l'information dans quel sens on est, dans quel sens on va. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Parce que, comme vous le savez, si on va fixer un objectif à la fin de l'année, est-ce qu'on doit attendre la fin de l'année pour comparer l'objectif à la réalisation? Ou bien on doit contrôler les réalisations des départs? On doit contrôler les réalisations, si nécessaire, par jour, dès le départ. Pourquoi? Pour corriger. S'il y en a en fait un sens, donc on a pris un sens dans le mauvais sens, si on est allé dans le mauvais sens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit corriger. On ne doit pas attendre à la fin de l'année pour dire à la fin, oh malheureusement, on a pris le mauvais sens. D'accord? Et ça, sans maîtrise de cette étape, le passage entre 4 et 5, on ne peut pas le produire. D'accord? Et là, en fait, le problème, si on ne va pas produire des états financiers mensuels, donc nos directeurs, ils vont se baser sur d'autres sources d'informations. Ils ne vont pas se baser sur la source comptabilité. Ils vont voir la comptabilité comme étant une obligation légale, une obligation fiscale. Mais ils ne vont jamais voir la comptabilité comme étant une source d'information. Et ça, c'est votre mission. Comment changer la vision des directeurs, des supérieurs hiérarchiques, leur vision vers la comptabilité. Si la comptabilité est à jour, si la comptabilité est capable de fournir des informations justes sur la rentabilité, c'est-à-dire après justif et ainsi de suite, soyez sûr que la comptabilité, elle sera valorisée dans votre société et que ce service comptabilité, il sera considéré comme l'un des principaux services dans la comptabilité, dans la société. Mais sinon, il va être considéré comme service de back-office, un service secondaire, un service sans production, un service juste et obligatoire, malheureusement. Un service, là, on va recruter les plus mauvais, peut-être, en fait, c'est-à-dire, quand je dis les plus mauvais, c'est-à-dire, on choisit en se basant sur le salaire, tout simplement, le minimum de salaire, le minimum des dépenses pour ce service-là, même au niveau des primes. Mais ce service, qu'est-ce qu'il produit? Il ne produit rien. Donc, on va donner le minimum de la prime. Vous voyez, en fait, c'est ça ce qu'il faut changer. Et c'est ça, en fait, que vous essayez d'évoluer
vous devez jamais accepter de se bloquer dans cette étape 4. Essayez d'avancer. D'accord? Parce que, en avançant, vous aurez de la valeur dans votre société et aussi, vous aurez la possibilité de décrocher des postes importants dans des sociétés nationales ou bien multinationales. D'accord? Donc, la difficulté, c'est dans cette étape 4. L'étape 5, c'est une étape très facile. Si on a préparé les balances, donc elle est justifiée, donc on va faire cette étape 5. L'étape 6, c'est quoi? L'étape 6, en fait, ça, c'est pour les sociétés qui ont l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Donc, normalement, on ne fait pas de clôture d'exercice, sauf après le passage de commissaire aux comptes. D'accord? Et là, ce qu'on essaie de faire, donc avec ce travail qu'on va réaliser, on va faire que le passage de commissaire aux comptes soit le passage très fluide. Et soit pas un passage de cauchemar, c'est-à-dire comme si donc on a le commissaire aux comptes dans la société, ne me parlez pas, je suis trop stressé parce que le commissaire aux comptes est là, et donc j'en ai peur, et j'en sais pas très bien donc dans les états financiers que j'ai communiqués, qu'est-ce que par la suite, comment il sera les états financiers définitifs, parce que vous pensez, vous avez arrêté des états financiers provisoires, par exemple pour 100 000 de bénéfices, et par la suite, passage au commissaire aux comptes, elle a réintégré des omissions de charges, des charges étaient omis, non constatées, des provisions non constatées, des amortissements erronés. Donc, il a augmenté les charges. Et donc, la société elle est en perte de 200 000. Donc, vous voyez là l'image que vous avez donnée. Donc, vous avez donné une information, une fausse information à votre direction. Est-ce que une direction, dans cette situation, vous avez arrêté des états financiers bénéficiaires et par la suite, et qu'ils ont certainement, ils ont communiqué cette information aux associés en leur disant, c'est bon, cette année, on a réalisé un bénéfice de 100 000 et donc il faut s'attendre à des dividendes. Et par la suite, à la fin de l'année, les associés, ils vont se réunir dans une assemblée et on va voir que le résultat, c'est plutôt déficitaire. Ils sont venus pour encaisser des dividendes. Ils ont trouvé le résultat déficitaire. Mais qu'est-ce que vous faites, direction? Est-ce que vous n'êtes pas capable de nous fournir une information correcte? Voyez? Et donc là, le comptable, normalement, dans une société, doit présenter des états financiers pour le commissaire aux comptes avec une certitude que le commissaire aux comptes, il ne va rien trouver. Il ne va rien trouver. Et même s'il va ajuster quelque chose, ça va être très minime. C'est-à-dire, nous avons présenté des états financiers pour 100 000, ça va être 95 000. Ils n'ont pas 5 000. 5 000, en fait, il a insisté que, j'en sais pas, en fait, une provision qui a été insuffisamment constatée, ou bien chose comme ça. Ou bien, au minimum, au moins, par exemple, la question des provisions. Donc, nous avons, par exemple, un compte débiteur ou bien un compte de client qui n'a pas mouvementé donc, depuis l'année dernière. Et donc, on sait très bien, comme comptable, que le commissaire aux comptes, il va me demander de justification de ça. Pourquoi vous n'avez pas provisionné ce compte-là? Et donc, il va réclamer une provision sur ce compte. Et donc là, moi, je sais très bien comment le commissaire aux comptes il pense. Donc, même si j'ai arrêté les états financiers avec ce 100 000 de bénéfices, mais je vais dire à l'administration, je vais dire au conseil d'administration que normalement, vous devez constater une provision pour 300 000, par exemple. Et je laisse la décision à eux. Mais moi, j'ai documenté, j'ai envoyé un mail et j'ai dit, on doit passer cette... Donnez-moi l'autorisation pour passer cette écriture. Et là, en fait, la responsabilité maintenant, c'est pas à moi. C'est au conseil d'administration de décider, de constater cette provision qui va passer le résultat de bénéfice à perte, ou bien il va vous dire non, vous ne passez pas, et on va voir par la suite avec le commissaire aux comptes. Et là, en fait, vous êtes couvert. C'est-à-dire que vous avez déjà l'information. Et vous savez très bien que le résultat sera moins de 100 000. Mais la décision, à la fin, elle est prise par vos supérieurs hiérarchiques. Et c'est pas votre erreur. C'est pas vous qui avez omis de constater une provision. D'accord? Donc, le clôture de l'exercice, il est fait après le passage du commissaire aux comptes. Donc, le commissaire aux comptes, il a passé. En général, un commissaire aux comptes qu'il va passer, donc après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer des écritures de régularisation, des écritures de correction. C'est-à-dire, chaque fois où on va trouver des erreurs, il va proposer une écriture de correction. D'accord?
Et par la suite, il va vous demander d'éditer donc une balance définitive. Il va voir, donc avec cette balance définitive, il va juste s'assurer que vous avez vraiment passé donc les écritures demandées correctement. D'accord? Donc, une fois donc les écritures sont passées, il va vous donner donc l'accord sur les états financiers. Donc, il va y mettre son rapport. Et là, en ce moment-là, vous pouvez réaliser l'opération de clôture. Parce que le clôture, c'est quoi? Le clôture, c'est une opération qu'on dit une opération irréversible. C'est-à-dire, on ne peut pas annuler une opération de clôture. Si on a clôturé l'année 2020, ça y est, on ne peut plus en revenir. Et ça, c'est dans tous les logiciels. Si on a clôturé un exercice, et d'ailleurs, il va vous demander si vous voulez en fait sauvegarder. Et si vous devez en fait sauvegarder. Il va vous demander, vous devez sauvegarder, vous devez garder une copie de sauvegarde pour que, au pire des cas, on veut rouvrir l'exercice, on va changer de base de données. D'accord? Mais sinon, l'opération de clôture, c'est une opération irréversible. Et donc, qu'on l'a fait qu'après l'accord de commissaire aux comptes et l'édition de la balance vraiment définitive, et l'édition de rapport de commissaire aux comptes. En ce moment-là, on fait la clôture. La clôture, c'est quoi? La clôture, c'est la clôture des comptes de charges et de produits. Donc, les charges et les produits vont être donc renversés, soldés, pour déterminer le résultat de l'exercice. Et le report des soldes, le report de soldes de bilan va être repris. D'accord? Donc, les soldes de bilan vont être repris. Donc, on va voir donc c'est-à-dire la balance. Si on va éditer la balance après clôture, on ne va pas trouver des comptes. Donc, euh, donc voilà, si on va éditer donc une balance définitive, c'est-à-dire une balance après clôture, on va voir que dans cette balance, on ne va pas voir ni de compte de charge ni de compte de produit. C'est-à-dire les comptes de charge et comptes de produit vont être avec un solde zéro. D'accord? Et tous les comptes de bilan, d'actifs et de passifs, ils vont apparaître donc avec le journal, donc un journal, donc journal, le journal d'ouverture, donc journal d'ouverture, d'accord? Donc, ce sont des opérations d'ouverture. Donc, on va trouver tous ces soldes-là dans les journal d'ouverture, d'accord? Et voilà, donc une fois donc clôturé, c'est-à-dire qu'on va ouvrir donc un nouveau exercice et on pourra par la suite, après la clôture, donc créer donc un nouveau exercice et commencer les écritures de l'année suivante. Donc, voilà, ça c'est le chemin de l'écriture. Donc, on va commencer par journal, livre, balance. Voilà l'exemple, juste petit exemple donc, que je vais vous montrer comment une écriture. Donc ça, par exemple, ça c'est une écriture qu'on a fait. Donc, on a débité un compte de charge, on a crédité un compte de fournisseur. Au niveau de journal, comment ça se fait? Donc, comme je vous ai dit, les anciens logiciels, en fait, ont choisi en fait le journal. Voilà, ça c'est le à nouveau. Vous voyez le à nouveau, ça c'est lorsqu'on va clôturer et on va ouvrir en fait la nouvelle balance, l'année N+1, l'année suivante, on va trouver toutes les écritures dans le à nouveau. D'accord? Vous voyez là au niveau du journal comment l'écriture elle s'est passée. Donc un compte à débiter et un compte à créditer. Donc le compte de charge et le compte d'immobilisation. Donc d'une façon en fait un compte à côté de l'autre. D'accord? Mais au niveau de voilà, ça c'est le journal. Donc le journal se compose d'écriture comptable brute. Brute, donc c'est-à-dire comme si donc elle est passée maintenant en fait un compte à débiter et les comptes à créditer. Et enregistre des transactions commerciales par ordre séquentiel et par date. D'accord? Donc, vous trouvez l'ordre séquentiel et vous trouvez la date. Ça, c'est le journal. Par la suite, ce journal-là, en fait, comment ça se passe? Les comptes qui étaient utilisés, ils vont être mouvementés au niveau de
au niveau de grand livre. Voilà. Vous voyez, par exemple, cette opération, le compte, par exemple, 606, il va être débité par cette écriture, il va être débité aussi par cette écriture. Donc, on va trouver les 30 000 et les 20 000. La même chose pour le compte 401 001, il va être crédité pour les 30 000, il va être crédité pour le 28 000. Donc, les opérations financières sont d'abord enregistrées de manière chronologique dans le journal, donc date par date. Ces écritures journalières sont ensuite reportées compte par compte dans le grand livre. Vous voyez, le grand livre, on trouve les comptes. Par exemple, ça, c'est le compte 401. Donc, on va mettre tous les mouvements qui ont été passés dans le journal, on va les mettre là. Mais ça, c'est relatif juste au compte 401. Et aussi ça, c'est juste aux écritures, au compte 606. Donc au niveau de grand livre, on raisonne compte par compte. Et on va mettre tous les mouvements, débits et crédits qu'ils étaient en fait constatés durant l'exercice. Et à la fin, en fait, on va trouver la balance. La balance, c'est quoi? Ça, c'est le mouvement débit-crédit du grand livre. C'est-à-dire, vous voyez là, cumul débit, cumul crédit. Donc ça, d'où ça vient? Ça vient de ce grand livre. Donc, la dernière ligne, vous voyez là, total du compte, bien total de, vous allez trouver mouvement débit, total mouvement crédit et le solde. C'est ça, en fait, qui a été retracé, qui a été mis au niveau de la balance. D'accord? Et d'ailleurs, là, si on voit donc le compte, ça c'est quoi? Ça, c'est 606 par exemple. Donc le solde, le cumul débit, c'est 4,76. Donc vous voyez là, 606, 4,76. D'accord? Donc on va mettre au niveau de la balance juste la dernière ligne du grand livre. D'accord? Donc la balance se déduit du grand livre. Donc la balance se déduit de grand livre. C'est simplement la totalisation des mouvements de grand livre par compte et par classe comptable. Donc les totaux débit, crédit de la balance doivent être équilibrés. Ça, c'est une règle. En fait, on doit trouver le total débit égale total crédit pour que la balance soit équilibrée. Par la suite, la balance, qu'est-ce qu'on va faire avec la balance? On va éditer les états financiers. Donc, les comptes de bilan, ils vont servir, donc les comptes de la classe 1 à la classe 5, ils vont servir pour le bilan, et les comptes de charges et de produits, ça va servir pour l'état de résultat. D'accord? Ça, c'est parmi les règles. En fait, on dit que les comptes d'actifs du bilan et les charges de compte de résultat fonctionnent de la même façon. En fait, ils augmentent par le débit et diminuent par les crédits, et inversement pour le passif et les comptes de produits. D'accord? Très bien. Là, par exemple, au niveau de bilan, vous voyez au niveau de bilan, même au niveau de l'intitulé, on parle d'exercice clos au 31/12. D'accord? On ne parle pas d'exercice de la période de 1er janvier au 31/12. On parle de 31/12. D'accord? Pourquoi? Parce que les comptes de bilan, ce sont des comptes, des cumuls de comptes. D'accord? Ce sont des cumuls de comptes. Ce n'est pas comme les comptes de résultats. Les comptes de résultats, ce sont des comptes annuels. Ce sont des comptes de 1er janvier au 31/12. C'est juste pour déterminer le résultat de l'exercice. Mais les comptes de bilan, ce sont des comptes qui vont rester longtemps avec l'entreprise. C'est pourquoi on dit le solde haut. Alors qu'au niveau de l'utilité de résultat, on va dire résultat du haut. Donc résultat de 1er janvier au 31/12. Très bien. Dans la présentation des bilans, ça c'est à l'échelle internationale, on va trouver exception, excepté quelques activités. Donc nous avons les actifs immobilisés tout en haut et par la suite client, stock, client et la liquidité à la fin de l'actif. Là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le bilan
elle a respecté un tri ou bien une classification par ordre de liquidité. C'est-à-dire les actifs les moins liquides. Lesquels les actifs les moins liquides? Ce sont les immobilisations. Et donc sont classés en haut. Et en bas, nous avons les liquidités, ce sont les actifs les plus liquides. Et donc on dit que l'actif, il est classé par ordre de liquidité croissante. D'accord? Donc l'actif, il est classé par ordre de liquidité croissante, c'est-à-dire les actifs les moins liquides jusqu'à arriver à l'actif le plus liquide. Cette présentation, donc, elle est, par exemple, donc si je parle de la Tunisie, mais je pense que c'est international, elle est renversée pour les banques et pour les associations. Les associations, en fait, ils ont la même présentation des états financiers des banques. Qu'on va trouver les liquidités, c'est plutôt en haut. Là, pour les capitaux propres et les passifs, la classification n'est plus en termes de liquidité, mais la classification là, elle est par ordre d'exigibilité croissante. Et donc, on va mettre les passifs et les capitaux propres. On va commencer par les capitaux propres parce que ce sont les moins exigibles. Parce qu'on ne va pas trouver des actionnaires qui vont vous demander une restitution de son capital. Un actionnaire, il peut vendre ses actions, mais il ne peut jamais demander à une entreprise de restituer donc son capital. Et donc le capital, c'est l'élément le moins exigible. D'accord? Et par la suite, en bas, on va trouver par exemple des couverts bancaires, le concours bancaire. Donc ce sont des passifs très exigibles. D'accord? Et donc on dit que les capitaux propres et passifs sont classés par ordre d'exigibilité croissante. Donc les moins exigibles en haut et en bas, on va mettre les plus exigibles. D'accord? Ça, peut-être, je vais vous parler un peu de ces fonctions Excel. En fait, le comptable utilise couramment Excel. Donc, certaines fonctionnalités que vraiment, il doit les maîtriser. Parmi lesquelles, il y a les fonctions Excel. Donc, il y a la fonction somme, la fonction somme-si ensemble, la fameuse recherche V. Et les liens hypertextes, on va voir les liens hypertextes, en fait, ce sont des liens qui vont vous permettre de chercher et de trouver un document beaucoup plus rapidement, en fait, en faisant ces liens hypertextes. Il y a aussi les tableaux croisés dynamiques. Ça, c'est très important aussi à maîtriser et très utilisé dans les travaux de comptabilité. Là, je ne vais pas trop tarder sur le dossier permanent, en fait. Voilà. Là, je vous parle un peu des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, en fait, là, je parle des mentions obligatoires, par exemple, dans les factures. Vous savez très bien, le document sur lequel on va comptabiliser, le document officiel qu'on va utiliser comme étant comptable, ce sera quoi? Ce sera les factures. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce qu'on peut comptabiliser, par exemple, est-ce qu'on peut comptabiliser, par exemple, donc un bon de commande ou bien un bon de livraison? On ne peut pas. Mais on doit comptabiliser sur la base des factures. Donc la facture, ça constitue la pièce justificative de la comptabilité. D'accord? Et donc, la comptabilité, la facture, donc elle a mérité beaucoup d'attention. Et donc, pour qu'elle soit déductible, pour qu'elle soit acceptée par l'administration fiscale en cas de contrôle, il y en a des mentions qu'on appelle des mentions obligatoires. Et ça, certainement, dans chacun de vos pays, vous allez trouver ça. D'accord? Donc, quelles sont les mentions obligatoires qu'il faut mettre au niveau de facture pour que la facture ne soit pas rejetée en cas d'un contrôle fiscal? Donc, il y a tout d'abord le numéro de notification fiscale du vendeur et de l'acheteur. On doit mettre les matricules fiscales de l'acheteur et vendeur. On doit mettre le numéro de la facture. Et le numéro de facture, ça doit être automatique, et non pas ou bien de prix imprimé. Si on utilise du carnet de facture, le numéro doit être de pré-imprimé. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui incrémente le numéro de facture. Ça doit être déjà imprimé. D'accord? La date d'émission de facture. Donc, une facture sans date, elle pourra être rejetée. La dénomination sociale et le nom et prénom de vendeur, d'acheteur. Donc,
le nom de la société, c'est-à-dire dénomination sociale, et aussi de l'acheteur et de vendeur. L'adresse du vendeur et l'acheteur. Description détaillée de biens et services. On doit même mettre juste le montant. On doit faire une description de biens ou services en mettant la quantité, le prix unitaire, le montant total hors taxe de chaque bien et service fourni. Aussi le montant de TVA collecté ainsi que son taux applicable. Donc dans une facture, on doit mettre donc la TVA avec les différents taux. S'il y en a par exemple plusieurs produits qui ne sont pas soumis donc, au même taux, on doit donc distinguer quels sont les produits qui sont par exemple soumis à 19%, quels sont les autres par exemple soumis donc, à des taux réduits. Le montant total de la taxe, la TVA, la mention facture. Donc, dans un document, s'il n'y a pas la mention de facture, ou bien en anglais invoice, elle ne sera pas considérée comme étant une facture. D'accord? Et la dernière mention, ça c'est cas exceptionnel pour les entreprises totalement exportatrices qui ont l'avantage d'acheter en hors taxe, en suspension de TVA. Donc, ces mentions obligatoires, moi personnellement, quand j'étais DAF, quand j'ai confectionné donc, un tampon, là où j'ai mis toutes ces conditions que je demandais au comptable de vérifier lorsqu'il reçoit une facture c'est-à-dire de passer cette facture au paiement. Donc, dès qu'il reçoit la facture, il doit mettre son cachet sur la facture. Il doit valider tous ces points-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de mention obligatoire. D'accord? Parce que, comme je vous dis, en cas de contrôle fiscal, il faut se baser sur ça. Parce que ça, c'est la loi. Donc, il y en a donc un texte qui a fixé ces mentions obligatoires et qui a dit que, à défaut de ces mentions obligatoires, donc c'est l'une des mentions obligatoires, elle manque, la facture va être rejetée. Elle ne sera pas considérée comme étant une facture. D'accord? Et donc, si la facture elle est rejetée, c'est-à-dire, donc c'est la charge qui n'est pas admise en déduction. Et donc, le résultat qui va augmenter. D'accord? Très bien. Aussi, en fait, je vous conseille, en fait, si vous utilisez encore du papier, de confectionner des tampons comme celui-là, par exemple, le tampon comptabilisez-le et les numéros d'écriture. D'abord, pour distinguer les documents qui étaient comptabilisés des autres, et aussi, en fait, pour mettre le numéro de l'écriture pour que, quand vous voulez voir l'écriture au niveau du logiciel, au moins vous avez une référence qui est le numéro de facture. Et aussi le tampon de paiement, la constatation de paiement, pour éviter, en fait, surtout lorsque vous n'avez pas de comptabilité à jour, pour éviter le double paiement d'une facture. Parce que le risque, si vous n'avez pas une comptabilité à jour, et donc si vous n'avez pas constaté, par exemple, le premier paiement, que c'est une facture qui a été payée, et donc vous risquez quoi? Vous risquez que la facture, elle soit payée une autre fois. D'accord? Et donc, si vous faites ce tampon-là, dès que vous payez une facture, vous mettez ce tampon sur la facture, payez-le, chèque numéro, bien virement, bien espèce, et numéro d'écriture. D'accord? Très bien. Donc, aujourd'hui, donc, on a fait le tour donc, sur tout ce qui est organisation donc, comptable. Donc, j'ai pensé en fait à commencer la norme sur les immobilisations. En fait, il ne reste pas beaucoup de temps. En fait, voilà, la prochaine norme qu'on va avoir, c'est la norme sur les immobilisations corporelles. Là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir l'introduction aux immobilisations corporelles, champ d'application, les critères de reconnaissance, l'évaluation initiale et mesure de coûts des immobilisations, la comptabilisation des coûts ultérieurs, amortissement des immobilisations corporelles, dépréciation des immobilisations, la réévaluation, l'échange, la décomptabilisation et les informations à divulguer. D'accord? Ça, c'est le champ d'application, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la norme immobilisation. On va commencer par une introduction et par la suite, donc, on va voir
le détail. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. La prochaine séance, on va commencer avec cette norme très importante, une norme qui va durer, je pense qu'elle dure en fait 2 séances ou bien 3 séances pour la terminer. Donc c'est entre la norme et le document, en fait, le document qui l'accompagne. Le document, je vais vous donner idée sur le document. Exemple là pour les immobilisations. Donc, je vous donne idée. Là, par exemple, la partie vérification des amortissements. D'accord? La partie, on va voir d'abord comment passer du tableau d'amortissement de l'année N-1 vers le nouveau tableau d'amortissement de l'année N. On va voir étape par étape comment construire le nouveau tableau d'amortissement. En fait, le nouveau tableau d'amortissement, on ne doit pas commencer à zéro. Donc, on va se baser sur le tableau d'amortissement qui a été validé par le commissaire aux comptes de l'année dernière. Ce sera notre base de départ. Et donc, pour cette année, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les nouvelles acquisitions. On va reclasser les anciennes acquisitions, c'est-à-dire les acquisitions qui étaient considérées comme étant acquisitions l'année dernière. On va les reclasser parce qu'il ne s'agit plus de nouvelles acquisitions. La même chose pour les scissions. Et par la suite, on va ajouter les acquisitions et les scissions. Et là, en fait, on sait très bien ce détail en fait, des acquisitions et scissions, on va le trouver au niveau de la balance. D'accord? Et on va voir aussi donc, les cas exceptionnels. Donc, on va voir là le tableau d'amortissement, on va le comparer, on va voir comment faire un tableau d'amortissement récap, parce que le tableau d'amortissement, comme celui-là, par exemple, c'est une centaine de lignes, parce que c'est une grande entreprise. Mais au niveau des états financiers, est-ce qu'on va présenter de cette façon? Est-ce qu'au niveau des états financiers, on va mettre 300 lignes d'amortissement? Non. En fait, au niveau des états financiers, on va mettre ce tableau récap, donc un tableau d'amortissement récap. Là, en fait, il va prendre en fait les dernières lignes de chaque famille de comptes. Là, on va voir le rapprochement entre tableau d'amortissement et le bilan. En fait, on doit s'assurer que notre tableau d'amortissement, donc il est conforme donc avec les éléments de bilan, par exemple, parce que tableau d'amortissement, on va trouver le total brut, on va trouver les acquisitions, on va trouver les scissions, on va trouver le total des amortissements, on va trouver la variation des amortissements qui constitue la dotation. Donc tout ça, on va le voir donc avec et ce sont les documents Excel que je vous ai en parlé en fait tout à l'heure. Donc les revues analytiques qu'il faut faire, les rapprochements entre l'amortissement comptable et le fiscal et l'incidence de la différence, s'il y en a écart entre les taux autorisés et les taux appliqués, parce que au niveau de la comptabilité, l'amortissement il est considéré comme la consommation des avantages économiques futurs, c'est-à-dire si je consomme les avantages économiques de cette machine sur 2 ans, je dois l'amortir sur 2 ans. Mais au niveau fiscal, cette machine-là, elle est classée par exemple comme étant de matériel informatique, et donc je suis autorisé au maximum à l'amortir en fait, de constater une dotation de 33%. Donc ça, c'est le maximum autorisé à constater en comptabilité, à constater en charge. D'accord? Et donc, on va voir l'incidence de cette différence, c'est-à-dire entre l'excédent de l'amortissement comptable par rapport à l'amortissement fiscal. On doit le calculer parce qu'on aura besoin de ça lors de la préparation de tableau de termination de résultat fiscal, parce que ces amortissements-là seraient considérés en fiscalité comme étant des amortissements non déductibles. D'accord? En tout cas, tout ça, on va le voir en détail. J'espère que ce sera donc une formation agréable et enrichissante donc, pour vous. Voilà, donc l'essentiel, je vous demande bien que vous vous interagissez, vous demandez, vous posez des questions.
Ne laissez pas quelque chose en fait qui est flou, donc comme ça elle passe. C'est ça le plus important, qu'à la fin de la formation, vous avez acquis des nouvelles compétences qui seront vraiment, qui feront vraiment donc évoluer votre carrière. Euh, voilà, c'est ça le plus important. C'est une formation donc qui va durer près de 3 mois. Donc, nous avons 30 heures de formation. Ça, c'est le minimum. En général, je les fais toujours sur 32, 34 heures de formation. Donc, ça, c'est en général. On va essayer de le faire sur ça. C'est 30, 32, 34, il n'y a pas de problème. Donc, l'essentiel, qu'on la termine convenablement. Donc, je vous remercie une autre fois d'être là pour votre présence aujourd'hui. Donc, demain, je vais vous envoyer donc, le document qu'on a présenté et l'enregistrement. Et notre donc, rendez-vous, ça sera le mardi prochain, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez poser quelques questions donc, avant de clôturer cette séance? Oui, j'ai une question. Oui, bien sûr. Et du coup, je voulais savoir si mardi prochain, on peut commencer à 20h au lieu de 20h30. Parce que chez nous, D'accord, ici, il est tard. Il est d'accord. déjà mis. Donc, on va poser cette question donc, aux participants. Est-ce que ça vous convient qu'on commence à 20 heures cette formation? Si vous permettez les autres participants, si vous intervenez. Bon, je pense que c'est le décalage horaire de différents pays. Voilà. Moi, 20h30, c'est ce qui m'arrangerait le plus. Mais je m'adapterai à voilà, la voix de la majorité. Merci beaucoup. Très bien. Ahmed, est-ce que ça vous convient de commencer à 20 heures? Ahmed, Et ça vous convient de commencer à 20 heures plutôt à 22 heures, à 20h30? C'est-à-dire on va avancer 30 minutes. il a répondu, il a dit, c'est bon pour lui. Ah, d'accord. Parce que, en fait, Bakri, en fait, il Pour est. Moussa, Moussa, il a répondu. Oui, Moussa l'a répondu. En fait, Bakri, en fait, il est au Mayotte, c'est ça, Bakri? Oui, je suis à Mais Mayotte. voilà, il en a un décalage horaire de 3 heures. Donc, il est donc 2 heures. En fait, Non, 2 heures, 2 heures. 2 heures. C'est-à-dire, quand on commence 22 heures, 20h30, il est chez lui, en fait, il est 22h30. Il va Oui, terminer, c'est donc, ça. il va terminer, en fait, après Minuit. minuit. Donc, Oui, c'est ça, exactement. voilà. Alors Donc, que si on, demain, je voilà. travaille, je commence à 7h. D'accord. Houda, Houda, est-ce que vous êtes d'accord donc, pour avancer ces 30 minutes? Oui, c'est OK pour moi. Excellent. Donc, je pense que tout le monde donc, il est d'accord. Merci. Très bien. Donc, la prochaine fois, donc, on Merci à vous. commencera. Merci à vous aussi. Donc, la prochaine fois, donc, on va commencer à 20 heures, Inch'Allah. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, j'espère que ça a été enrichissant. J'espère que je vous ai donné, donc, aidé sur la formation et l'organisation et le programme de cette formation. Moi, j'ai une certitude que ce sera une formation très riche pour vous, mais on va le découvrir ça certainement donc, au fur et à mesure. Donc, merci D'accord. beaucoup tout le monde. Et notre rendez-vous, ça sera donc mardi prochain, donc à 20 heures. D'accord? Ça Très bien. marche. Merci. Au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée à tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir.